serai le plus grand roi du monde. 15h, 16h sur Europe 1. J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin. Historiquement vôtre. The successor to the kings and queens of history. Madame, vous avez entendu parler de la fusée lunaire? Est-ce que vous y croyez? L'art est un monde qui n'a rien à voir avec la réalité. L'hyperphosphorescence, c'est de la physique. Stéphane Bern. Cet après-midi, je vous raconte d'une armée britannique indépendante du ministère de la Guerre, chargée d'espionner les ennemis nazis et de multiplier les actes de sabotage, ou la véritable histoire du Special Operations Executive, l'armée secrète de Winston Churchill. Qui sont les agents de cette armée secrète? Comment ont-ils participé à la résistance en France? Et pourquoi ces agents britanniques irritent-ils au plus haut point le général de Gaulle? Joséphine B. C'est le nom de la mission délicate que le Special Operations Executive a confiée à 4 Français sans peur au printemps 1941. L'une des toutes premières opérations organisées par le service secret de Winston Churchill. Envoyé spécialement par le Premier ministre britannique, ils se nomment Joël Le Tac, Jean Formand, André Varnier et Raymond Cabard, et ils ont été parachutés quelques semaines plus tôt sur le sol français. Nous sommes dans la nuit du 7 au 8 juin 1941 et leurs 4 ombres noires se dirigent vers la centrale électrique de Pessac en Gironde qui alimente entre autres la base sous-marine de Bordeaux. La zone, comme tout le nord du pays et le littoral atlantique, est alors occupée par les Allemands. Et les saboteurs, recrutés dans les rangs de la France libre, ont pour mission de leur faire du tort sans blesser de civils et d'inciter par la même occasion de futurs résistants à les imiter. À 3h45, armés de 8 engins explosifs, les 4 casse-cous entrent dans le bâtiment. Minutieusement, avec une efficacité redoutable, ils fixent chacune des bombes à un transformateur électrique. En une demi-heure seulement, leur tâche est accomplie. Il est 4h15. Joël, Jean, André et Raymond ont maintenant 10 minutes pour prendre leurs jambes à leur cou et échapper à la mort. Les 4 ombres noires repartent dans la nuit, parcourent 100 mètres à la vitesse de l'éclair, et tandis que 8 détonations retentissent, savourent leur succès. La centrale de Pessac est ravagée par les flammes. 6 transformateurs sont complètement détruits. Churchill peut s'en féliciter. Jamais encore une opération de sabotage d'une telle envergure n'avait été menée sur le territoire français. La colère de l'occupant ne tarde donc pas à exploser à son tour. À chaque mission réussie, son lot de ripostes. Pour se venger de la provocation des Alliés, les hommes de main d'Hitler arrêtent ainsi pas moins de 200 civils à Bordeaux et exigent de la ville qu'elle paye une amende d'1 million de francs. L'objectif du régime nazi est clair: empêcher que le virus de la résistance ne se propage, dissuader la population française, jusque-là docile, de se réveiller de sa torpeur. Churchill n'ignorait pas les risques. Les Allemands ne se laisseront pas faire. Mais à la guerre, comme à la guerre. Puisque l'armistice signé par le maréchal Pétain 1 an plus tôt a mis un terme aux affrontements sur le front de l'Ouest, il faut maintenant viser ailleurs. Et Winston Churchill est bien décidé à réitérer. Mais pour bien comprendre dans quelles circonstances le Premier ministre britannique a exigé la formation de ce service secret très spécial, revenons un peu en arrière si vous le voulez bien. Les premiers mois du conflit ont bien été, comme on l'a surnommé, une drôle de guerre. En effet, après l'invasion de la Pologne par le Troisième Reich, puis la déclaration de guerre de l'Angleterre et de la France à l'Allemagne, en septembre 1939, les soldats se seraient presque ennuyés. D'un côté comme de l'autre, on patientait, on spéculait sur les futures actions ennemies. Et du côté des Alliés, on se trompait. Tout bascule finalement le 10 mai 1940, lorsque Hitler lance ses troupes à travers les Ardennes pour percer le front de l'Ouest, jusqu'alors endormi. Les Français ne les attendaient pas là. La surprise est rude et la débâcle proche. Outre-Manche, la réaction ne se fait pas attendre. Le jour même, dans la soirée, Winston Churchill devient Premier ministre du Royaume-Uni. Sous la direction du robuste homme d'État de 65 ans, travaillistes et conservateurs se tendent désormais la main pour faire face à la menace d'invasion qui pèse sur leur pays. Dans ce contexte de danger imminent, l'heure n'est plus aux chamailleries entre les partis, mais à l'union nationale. Ainsi, avant même la fin du mois de juin, après une guerre éclair, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France sont pris. Les hommes de la Wehrmacht ont avancé jusqu'au littoral atlantique et leurs adversaires ont rendu les armes, laissant les Britanniques bien seuls. Seuls à encore résister au monstre nazi qui est en train de dévorer toute l'Europe.
Pour Churchill, à présent, la fin justifie les moyens. En juillet 1940, il affirme sans détour son intention, je le cite, d'embraser l'Europe. Et pour ce faire, les opérations militaires ne suffiront pas. Si la Grande-Bretagne veut espérer survivre, et le Premier ministre est convaincu qu'elle en est capable, elle doit mener une guerre souterraine, se doter d'une armée irrégulière, parachuter des têtes brûlées partout sur le continent pour affaiblir les Allemands, point de code d'honneur durant la Seconde Guerre mondiale. Face aux nazis sans pitié qui contreviennent à toutes les lois de la guerre, l'Angleterre ne peut faire la fine bouche. Les gentlemen doivent laisser place aux voyous. Il faut attaquer par derrière, il faut poignarder l'ennemi dans le dos. Malgré les réticences parmi les forces militaires britanniques, comme les services de renseignements existants, Winston Churchill crée donc, le 22 juillet 1940, le Special Operations Executive, couramment appelé SOE. Établi dans ses nouveaux bureaux de Baker Street, c'est un certain Colin Gibbons qui prend la tête de ce service secret pas comme les autres. Le militaire écossais, sous ses airs de gentleman, est un expert de la guérilla. Sa mission ? Coordonner les actions de résistance des pays occupés en envoyant des agents entraînés mener une guerre subversive partout en Europe. Pour commencer, il faut recruter large. Le général Gibbons traque les âmes téméraires au sein de l'aristocratie anglaise, mais aussi dans les bas-fonds de Londres. Et surtout, il recherche de bons soldats parmi les dizaines de milliers de réfugiés qui se pressent toujours plus nombreux sur les côtes du Royaume-Uni. Car s'ils ont fui la Pologne, la Belgique, le Danemark ou encore la France pour sauver leur peau, beaucoup sont prêts à repartir au combat afin de délivrer leurs compatriotes. Dès la fin de l'été 1940, les entraînements démarrent. Au programme de ces camps de commando top secrets, apprentissage des techniques de guérilla, du maniement des explosifs, de l'art de tuer sans bruit et bien sûr du saut en parachute. En attendant que son armée des ombres soit opérationnelle, le Premier ministre tente quant à lui désespérément de convaincre les États-Unis de s'allier à l'Angleterre. Car pendant ce temps, l'Allemagne resserre son étau autour de la Grande-Bretagne en bombardant tant qu'elle peut les grandes villes du pays. Depuis de longs mois déjà, Londres est plongée dans le chaos du Blitz. Il y a urgence, si bien qu'au printemps 1941, sous la pression de Churchill, les premiers agents du SOE se jettent dans le vide avec pour objectif de fédérer des réseaux de résistants ou de mener des actions de sabotage ciblées comme l'attaque du poste électrique de Pessac. Le vieux lion, tel que l'on surnomme Churchill, veut ainsi encourager les peuples vaincus à se soulever contre l'envahisseur. Et pour cela, en parallèle du SOE, il utilise une autre arme nouvelle, une arme maîtresse qui va se révéler décisive dans l'issue de cette Seconde Guerre mondiale, la radio. Les messages se succèdent bientôt sur les ondes de la BBC pour appeler à l'insurrection. Mais pour le moment, ils ne semblent guère entendus. En 1941, la résistance dans les territoires occupés européens où la zone libre française est encore balbutiante. Les réseaux se structurent indépendamment les uns des autres. Les actions sont souvent isolées, parfois peu efficaces. Et à travers le continent entier, les foules prostrées osent encore peu se révolter contre le régime nazi, par peur de représailles. À juste titre, car les audacieux qui décident tout de même de s'opposer à l'occupant sont sévèrement réprimés. Les quelques manifestations anti-allemandes que l'Angleterre parvient à provoquer se terminent dans le sang. Le Reich a même déjà commencé à déporter des détenus vers l'Est. Plusieurs chefs de gouvernement exilés au Royaume-Uni ne cachent d'ailleurs pas leur mécontentement face aux risques que ces émeutes font courir à leur population. Le Belge Hubert Pierlot exige que Londres abandonne cette stratégie offensive des agents de Churchill pour privilégier uniquement le renseignement. En vain, naturellement. Le Norvégien Johan Negersvold déplore de son côté les représailles violentes qu'ont provoqué les raids du SOE sur les usines d'huile de hareng dans son pays, un produit alors très utile aux Allemands pour nourrir les équipages de leurs sous-marins. Quant au général de Gaulle, on sait quelle rivalité l'oppose à Winston Churchill. Le chef de la France libre n'apprécie guère que le Premier ministre anglais s'immisce dans les affaires de la résistance intérieure française qu'il tente alors d'unifier derrière lui grâce à l'entremise de Jean Moulin. Ils ne sont pas les seuls à regarder le SOE d'un mauvais œil. Le Secret Intelligence Service, bureau britannique en charge du renseignement extérieur, craint qu'on ne marche sur ses plates-bandes et que les membres du Special Operations Executive gênent le travail de ses propres agents.
Même la Royal Air Force, sollicitée pour mettre des appareils à disposition de l'armée des ombres de Churchill, rechigne à lui apporter son aide et se rit de ses rangs d'amateurs et de canailles. Le SOE n'est pas pris au sérieux. Et pour couronner le tout, ses premières missions se soldent effectivement majoritairement par des échecs. Imaginez donc le visage de Winston Churchill quand il a appris que l'un de ses agents avait été parachuté au beau milieu d'un camp de prisonniers allemands, ou que le parachute de celui qui devait organiser la résistance au Danemark ne s'est pas ouvert, laissant son corps à la merci de l'ennemi et compromettre tout le service. À la fin de l'année 1941, le bilan du SOE n'est pas aussi brillant qu'espéré. Et dans l'Europe entière, tout porte alors à croire qu'une victoire de l'Allemagne est inévitable. Mais dans une guerre, le vent tourne, et il souffle maintenant un message d'optimisme aux Britanniques. Après la rupture du pacte germano-soviétique par Hitler et l'opération Barbarossa de juin 1941, l'URSS a retourné sa veste pour rejoindre le camp des Alliés. Et en décembre, après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, c'est au tour des États-Unis d'apporter leur soutien à l'Angleterre. Les trois puissances vont désormais travailler ensemble à l'anéantissement du Troisième Reich et le SOE, grâce à des actions plus structurées, va permettre de guider les armées alliées vers la victoire, en parachutant des milliers d'agents en Europe, en livrant des armes aux mouvements de résistance belges, danois, français, italiens ou encore yougoslaves, en frappant les voies ferrées, les industries sidérurgiques ou les bases sous-marines exploitées par le régime nazi dans les pays conquis. Le Special Operations Executive prépare soigneusement le terrain avant les offensives militaires. En février 1943, l'armée secrète de Churchill signe ainsi l'un de ses coups les plus spectaculaires dans le climat glacial et hostile de la Norvège occupée. À l'époque, l'Allemagne fait la course en tête pour se doter de l'arme nucléaire. Or, si Adolf Hitler dispose un jour de la bombe atomique, qui sait ce qu'il en fera ? Anéantir les chances du Reich de posséder une telle arme est évidemment une priorité absolue du SOE. Pour cela, le service dépêche alors des agents norvégiens aux aptitudes physiques exceptionnelles, prêts à voyager à ski dans le Grand Nord pendant 10 jours par moins 30 degrés. Leur cible, l'usine Norsk Hydro de Vermork, fabricant de l'eau lourde, un composant essentiel à la mise au point de la bombe atomique. Face à 200 soldats allemands postés pour défendre l'usine, les chances de réussir sont minces, celles de survivre aussi. Pourtant, le commando parvient à s'infiltrer sur les lieux et à détruire une partie importante de l'usine, causant la stupeur des nazis. Dans la panique, ils tentent de sauver le stock d'eau lourde qu'il leur reste en l'acheminant vers l'Allemagne, mais lui aussi est détruit quelques mois plus tard par les agents norvégiens. Churchill a bien fait de croire en son armée de voyous. Le Special Operations Executive vient là d'anéantir tout espoir du Führer de posséder la bombe atomique. Cet échec n'est pas le premier que l'Allemagne essuie. Ses défaites militaires récentes à Stalingrad et à El Alamein, en Afrique du Nord, ont aussi affaibli ses troupes. Sur tous les fronts, Hitler est fragilisé. Il est donc temps pour les Alliés de passer à la vitesse supérieure. À la fin du mois de novembre 1943, lors de la conférence de Téhéran, Churchill, Roosevelt et Staline fixent enfin la date du débarquement. Cette fois-ci, c'est l'Axe qui se trompe. Le camp de Hitler pense que le débarquement aura lieu dans le nord. Il ne s'attend pas à une percée en Normandie où des milliers de résistants équipés de postes radio sont discrètement en train de se mettre en place en vue de l'arrivée des troupes anglaises, américaines et canadiennes. Churchill sait que dès que les soldats alliés auront mis pied à terre, les Allemands se presseront vers les côtes de la Manche pour leur faire front. Aussi, avant même que les signaux annonçant le jour J ne retentissent sur les ondes de la BBC, Colin Gubbins, le chef du SOE, missionne ses meilleurs agents pour se tenir prêts à leur barrer la route sur les territoires français et belges. Plusieurs fois reportée, l'opération Overlord est finalement lancée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.
Dès l'appel donné, l'armée des ombres se met en ordre de marche. Les équipes de l'opération Jedburgh, pensées par le Special Operations Executive, entrent en scène à leur tour. Composées le plus souvent de 3 hommes triés sur le volet, elles ont pour mission de coordonner les actions de la résistance intérieure avec celles des troupes militaires alliées pour gêner la riposte allemande. Grâce à la concentration de tous ces efforts, l'efficacité des organisations clandestines surpasse alors largement les attentes du général Eisenhower, chargé de conduire l'offensive militaire. En tout, ce sont plus de 900 actes de sabotage qui sont commis en 24 heures partout en France. Des coupures de lignes téléphoniques, des arbres abattus sur les routes, des voies ferrées détruites. Tout est fait pour retarder l'acheminement des troupes ennemies vers l'ouest et laisser le temps aux 130 000 soldats débarqués sur les plages de Normandie de progresser dans les terres avec l'aide des maquisards qui connaissent bien la région. Plus féroce encore que la Wehrmacht, l'armée régulière allemande, les membres de la Waffen-SS présents sur le territoire s'empressent aussi de gagner la Normandie en pratiquant sur leur passage la politique de la terre brûlée. La tristement célèbre division blindée Das Reich, une unité d'élite alors basée dans le sud-ouest, à Montauban, est immédiatement sollicitée par Hitler pour venir en renfort en Normandie. Mais retardés par la résistance française et les agents du SOE, ces hommes se vengent le 10 juin 1944 en massacrant 643 habitants du village d'Oradour-sur-Glane, près de Limoges. Les hommes sont fusillés, les femmes et les enfants enfermés dans l'église à laquelle les nazis mettent le feu. Le bourg est pillé et incendié, les corps méthodiquement brûlés ou jetés à la fosse commune pour ne pas être identifiés. Les atrocités commises par les nazis n'épargnent pas les agents de Churchill sur place qui encourent de grands risques pour soutenir les Alliés. Violette Szabo, une londonienne de 23 ans parachutée dans le Limousin par le SOE le 8 juin 1944, participe alors à la résistance contre la division Das Reich. Arrêtée le jour même du massacre d'Oradour, elle est torturée puis déportée, sans avoir parlé, au camp de Ravensbrück, où elle est ensuite exécutée au début de l'année 1945. Devenue une icône parmi bien d'autres figures héroïques des Special Operations Executive, Violette Szabo symbolise depuis le combat qui se jouait à l'arrière en 1944. Courageuse jusqu'à la fin, elle a donné sa vie pour vaincre Hitler et libérer l'Europe. Les villes de France, de Belgique ou encore d'Italie sont ainsi progressivement reprises aux Allemands par les troupes anglo-américaines ou par les résistants armés par le SOE. Il faut dire que Londres s'est donné les moyens de son succès. L'arsenal que Churchill fournit à l'Europe en 1944 se compte en dizaines de milliers de containers remplis de milliers de tonnes d'armes à feu. À l'Est, le Premier ministre britannique consent même à équiper massivement les hommes de Tito, le leader des partisans communistes en Yougoslavie qui libère Belgrade avec l'armée rouge en octobre. Dans sa lutte nécessaire contre le nazisme, Churchill aura ainsi, malgré lui, échoué à limiter l'expansion soviétique. C'était le prix à payer pour atteindre la victoire. Le 30 avril 1945, ne pouvant plus nier sa défaite, Adolf Hitler se donne la mort. Le 8 mai, l'Allemagne capitule et l'Europe exulte. Puis le 2 septembre, c'est au tour du Japon de s'avouer vaincu face aux arguments atomiques des Américains. 6 longues années après le début du conflit, les Alliés ont enfin gagné la paix. Pourtant, inévitablement, la Seconde Guerre mondiale va bientôt laisser place à une autre bataille, celle des mémoires et des récits nationaux. Pour les membres du SOE, les lendemains de la guerre ont un léger goût amer. Car il faut bien l'avouer, la libération se révèle un peu ingrate pour Winston Churchill et son armée secrète. Certes, Colin Gubbins, le chef du Special Operations Executive à Baker Street, reçoit les félicitations du général Eisenhower. L'Américain reconnaît même sans détour que le travail de sabotage des voies de communications allemandes et la pression infligée aux forces nazies par le SOE dans toute l'Europe ont joué un rôle majeur dans la victoire complète et définitive des Alliés. Mais les leaders politiques ne tiennent pas tout à fait le même discours. Les chefs d'État qui s'étaient exilés à Londres pendant le conflit ont tôt fait de retour chez eux d'oublier le rôle du SOE largement occulté dans les récits nationaux d'après-guerre. Ainsi, le souvenir de l'engagement en France de Violette Szabo, comme celui des dizaines d'autres membres de la section F du Special Operations Executive, demeure dans l'ombre de celui des résistants de la France libre, l'organisation concurrente, si on peut dire, du général de Gaulle.
Le chef français et son homologue britannique ne connaissent d'ailleurs pas le même destin au lendemain de la victoire. Tandis que Charles de Gaulle prend la tête du gouvernement provisoire en France, Winston Churchill, quant à lui, voit son parti échouer aux élections législatives de juillet 1945. La guerre est finie et par conséquent la coalition aussi. Les conservateurs perdant leur majorité au profit des travaillistes, le vieux lion est obligé de quitter Downing Street à l'âge de 70 ans. Et le fauve fulmine. Lui qui avait alerté le premier sur le danger que représentait Hitler et en qui les Alliés ont placé leur confiance pendant 6 années de chaos, ne s'attendait pas à être balayé si vite par le peuple britannique. Les Anglais, tout comme le monde entier, veulent apparemment passer à autre chose. Qu'advient-il alors du SOE ? En temps de paix, il s'avère inutile. Aussi est-il officiellement dissous en 1946. Le nom disparaît et les preuves de ce qu'il cachait également lorsque les archives de Baker Street partent partiellement en fumée dans un incendie. La guerre s'éloignant, les espions de Winston Churchill s'évasent ainsi avec lui, conservant leur part de secret pour l'éternité. Europe 1, historiquement vôtre. Merci Cécile Coulen et Olivier Viviorca d'être toujours avec nous sur Europe 1. Cécile, on vient de le voir, la libération se révèle un peu ingrate pour Winston Churchill et son armée de l'ombre. On a clairement minimisé le rôle de Special Operation Executive. Alors en France, il est frappant de voir que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. En tout cas, moi, j'en ai aucun souvenir et pourtant, j'étais passionnée d'histoire. Donc j'ai vraiment découvert ça sur le tard. Et j'étais d'autant plus frappée de découvrir qu'en Angleterre, c'est un poncif, on ne compte plus les séries et les documentaires qui sont faits sur le SOE. Donc étonnant de voir le fossé qu'il y a entre les deux pays. Olivier, c'est vous, en tant que directeur de la collection documentaire Les coulisses de l'histoire sur Arte et historien évidemment que vous êtes, vous avez souhaité raconter en images ce que les espions de Churchill ont accompli en Europe. Et ce qu'on découvre, c'est que contrairement au Royaume-Uni, le SOE est un chapitre de notre histoire que la France a longtemps occulté. Pourquoi ? Parce que ça ternissait notre propre récit de notre histoire nationale, ou ça faisait de l'ombre à la résistance intérieure ? Oui, tout à fait. Ça ternissait notre récit, j'ai envie de dire non. Ça ternissait surtout le récit gaulliste de la Seconde Guerre mondiale, qui a été le récit dominant. Donc pour De Gaulle, bien évidemment, la résistance a été un phénomène spontané, mais qu'il a quand même encadré, auquel il a appelé par le célèbre appel du 18 juin. Donc hors, si vous voulez, cette résistance qu'il contrôle ou qu'il essaye de contrôler, point de salut. Donc vous avez eu effectivement une occultation du rôle joué par les Britanniques, ce dont d'ailleurs les Britanniques étaient persuadés. Ils disent, on l'a dans les archives, que dès le lendemain de la guerre, l'ingratitude des gouvernements alliés se révélera et que leur rôle sera oublié. De ce point de vue-là, ils ne se trompaient pas. Vous êtes les auteurs du film La Résistance au service de Sa Majesté que vous avez réalisé, Cécile Coulen, pour nous faire découvrir cette guerre de voyous que mène le SOE. Je dis SOE parce que c'est plus simple, je devrais dire SOI, évidemment, à l'anglaise. Qui sont en fait ces voyous ? Quel profil vous avez trouvé dans les nombreux documents que vous avez vous-même épluchés pour réaliser ce documentaire, Cécile ? Bon, alors des voyous, c'était surtout dans les débuts, hein, et il n'y en a pas eu tant que ça, mais c'est assez intéressant de voir que ça parle en fait du type de profil d'agents qui étaient recherchés par la Grande-Bretagne, c'est-à-dire qu'ils voulaient des gens qui soient capables de penser par eux-mêmes, des esprits libres, et donc surtout pas des militaires. Des têtes brûlées aussi un peu. Oui, des têtes brûlées, mais des gens qui avaient la tête bien faite, c'est-à-dire qui étaient capables de prendre des initiatives, de faire des actions qu'on leur avait pas demandées pour s'adapter à toutes les situations. Donc finalement, ça répondait à ça. Mais par contre, il y a un voyou, une figure de voyou haute en couleur qui est extrêmement intéressante, qui faisait partie des formateurs, parce qu'on leur enseignait des disciplines qui laissaient songeurs quand même. Donc il y avait Johnny Ramensky, qui était le prof de crochetage de serrures dans un des centres de formation, qui a été sorti de prison par le SOE justement, et à qui on a promis une remise de peine en échange de partager son savoir aux recrues. Et donc il était connu pour être un colosse de 1,80 m, qui se lavait peu et qui transportait tout le temps sur son dos une énorme porte blindée recouverte de serrures avec des trousseaux de clés partout. Et donc il enseignait comme ça. Donc. Et il a fait quand même, au final, il avait 27 ans à ce moment-là, mais au final, dans sa vie, il a fait 38 ans de prison. C'était un cambrioleur compulsif, extrêmement, qui a laissé de grands souvenirs dans les mémoires. Oui. Donc au départ, Olivier Viviorca, c'est surtout une armée d'amateurs
Il y a eu d'ailleurs des ratés, des parachutés qui arrivent, qui atterrissent dans le mauvais pays, des agents qui vont flamber l'argent qu'on leur donne dans des fêtes en Espagne, comme on peut le voir d'ailleurs dans votre documentaire. Oui, tout à fait. Ils n'appartiennent pas nécessairement à l'élite. Et du coup, d'ailleurs, le SOE est tenu en suspicion par son rival, l'Intelligence Service, parce que, au fond, ils n'appartiennent pas non plus au même monde, ils ne font pas le même métier. Et il faut bien souligner que le SOE va avoir beaucoup de difficultés à s'imposer. Et d'ailleurs, il ne résistera pas à la fin de la guerre, puisque, vous l'avez rappelé, il est supprimé en 1946. Mais c'est une task force ultra confidentielle de saboteurs qui est déployée comme ça dans toute l'Europe. On parle de combien d'hommes et de femmes ? C'est quelques centaines ou c'est plus ? Quelques milliers, mais pas beaucoup plus, bien entendu. Il faut bien voir, si vous voulez, que lorsque Churchill, en juillet 1940, lance le SOE, il a très peu de cartes dans les mains. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on magnifie, notamment au Royaume-Uni, le SOE, mais qu'est-ce qu'il peut faire ? Revenir sur le continent ? En aucun cas. Donc il peut s'appuyer sur son aviation, sur sa marine, et puis sur cette guerre de voyous, en espérant susciter à l'intérieur de l'Europe occupée la révolte des peuples sous la botte. Sauf que, et vous l'avez souligné, ça ne marche pas. C'est-à-dire que les appels à l'insurrection, sur lesquels tablaient au fond les Britanniques, grâce notamment à la radio, dont on exagère le pouvoir, eh bien ces appels à l'insurrection ne fonctionnent pas. Donc il va revenir, au fond, le SOE et Churchill à une conception un peu plus classique de l'action, essayer de provoquer des sabotages pour enrayer le dispositif ennemi. Cécile, être un agent du SOE, c'est accepter des missions extrêmement dangereuses. Vous racontez dans votre film cette opération en Norvège pour détruire une usine de composants atomiques. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un extrait. Une équipe d'agents norvégiens spécialement formés est larguée dans le Grand Nord. Sélectionnés pour leur résistance physique, les élus atteignent leur cible au terme d'un parcours de 10 jours par moins 30 degrés. Leur but, détruire l'usine qui produit un composant essentiel à la fabrication de la bombe atomique. L'eau lourde. 200 soldats allemands gardent le bâtiment jour et nuit. Une opération qui s'apparente à une mission suicide. Vous dites opération suicide. S'engager dans les SOE, c'était un peu pour les Japonais comme être une sorte de kamikaze, c'est ça ? Leur espérance de vie était assez courte ? Alors, au départ, on les prévenait, on leur disait qu'ils avaient une chance sur 2 de ne pas revenir, enfin un risque sur 2. Au final, ça a été 1 sur 4 et 1 sur 3 pour les femmes. Mais pour cette opération, le SOE était persuadé de ne pas revoir ses agents. C'était quand même une usine sur un piton haut de 200 mètres. Il fallait qu'ils s'engagent dans un ravin, traverser une rivière par moins 30 degrés avec un vent absolument glacial, remonter, atteindre l'usine, les machines dans une chambre forte, poser des explosifs, le tout dans le noir et s'enfuir dans un délai extrêmement court. Donc finalement, leur réussite et leur survie relèvent du miracle. Il fallait vraiment que ce soit des têtes brûlées, en tout cas, quand on dit voyous, mais il y avait aussi des sportifs, il y avait des aristocrates, Olivier Viorca, comme Lise de Bessac, que vous montrez dans le documentaire, une Britannique issue de l'aristocratie française, une des premières femmes d'ailleurs parachutées par le SOE en France. Comment est-ce que l'aristocratie européenne se retrouve dans cette guerre de voyous ? Alors, en ayant discuté avec la famille de Bessac, justement, moi, ce qu'ils m'ont confié, c'est que pour eux, c'est une éthique familiale qui est propre à la grande bourgeoisie aristocratique et à laquelle on ne déroge pas. C'est-à-dire qu'on défend son pays, on défend ses valeurs, mais surtout pas avec des valeurs communistes. C'est vraiment au nom de la société libérale occidentale qu'on s'engage. Mais pour eux, il est impossible de ne rien faire, justement parce qu'on est aristocrate. Olivier, Churchill assume-t-il dès le départ cette guerre de voyous, cette guerre, allez, on va dire, de tête brûlée et ces techniques de guérilla, lui qui est un homme d'État, un stratège même ? Oui, mais on peut dire que Churchill est lui aussi un peu voyou. Il faut bien voir que... Alors qu'il est un aristocrate, pardon. C'est un aristocrate, mais c'est aussi... Spencer Churchill, quand même. C'est aussi un alcoolique invétéré, c'est bon, donc voilà... il est à la lisière des deux. Voilà, c'est pas Anthony Eden. Donc Churchill, lui, aime la guerre subversive, croit en la guerre subversive, soutient la guerre subversive. Et de ce point de vue, il faut bien voir la différence qui l'oppose à De Gaulle. De Gaulle, on souligne son caractère visionnaire, effectivement, l'arme blindée, éventuellement l'aviation. Ça, De Gaulle le comprend. Mais la guerre subversive, il ne la comprend pas vraiment. Bien évidemment, il encourage le colonel Passy, patron de ses services secrets, à collecter du renseignement. Mais pour le reste, l'idée d'insurrection, il n'y croit pas vraiment. Et c'est une différence majeure avec Churchill, qui lui, non seulement y croit, mais adore ça.
Il y a quelqu'un, Olivier, qui voyait les actions du SOE d'un très mauvais œil. Vous venez de le citer, c'est le général de Gaulle. Son premier geste à la fin de la guerre, comme vous l'expliquez dans votre film, c'est d'expulser les agents du SOE du sol français. Au fond, le général n'a jamais digéré la présence de ces saboteurs téléguidés par Churchill. Pour lui, c'est une ingérence étrangère insupportable. Absolument. Il défend bec et ongle la souveraineté nationale et il n'a pas l'intention de tolérer la présence d'agents étrangers, même si ils appartiennent effectivement au camp allié, sur le territoire français. Donc il leur demande, le général de Gaulle, de manière assez énergique, de quitter le territoire. Donc effectivement, de ce point de vue-là, de Gaulle montre une certaine ingratitude, car sans le SOE, la résistance française aurait été incontestablement et moins forte et moins efficace. Cécile Coulaine, ce que vous avez choisi de montrer aussi, c'est qu'il n'y a pas que des saboteurs au SOE, il y a aussi des saboteuses, comme Lise de Bessac, on le disait. Les femmes ont compté dans le succès du SOE ? Alors, beaucoup compté, je ne sais pas, mais en tout cas, elles ont été quand même assez nombreuses, je pense à peu près 1/10 des effectifs en France. Au départ, on leur a quand même attribué des rôles secondaires, c'est-à-dire courrier, c'est-à-dire agent de liaison, etc. Et finalement, sur le terrain, elles ont pris des initiatives. Certaines ont fini par diriger des réseaux, mais parce que finalement le chef de réseau avait été arrêté. Alors par exemple, il y a Pearl Witherington dans l'Indre qui a dirigé le réseau Wrestler, et puis Nancy Wake par exemple en Auvergne, le réseau freelance. Mais c'est toujours dans les circonstances. Voilà, finalement, elles se sont imposées sur le terrain. Mais c'était des femmes avec des caractères extrêmement trempés. Et voilà, c'était qui avaient fait leurs preuves souvent pendant la formation. Et je me tourne vers vous, Olivier. Au-delà du SOE, dans la résistance en général, est-ce que les femmes étaient minoritaires aussi ? Oui, les femmes sont minoritaires. Alors aujourd'hui, on tend bien entendu à réévaluer leur rôle, mais je pense qu'il ne faut pas exagérer la présence des femmes dans la résistance, qui en gros doit représenter de 10 à 20% des effectifs. Et cela, on le voit avec la proportion de déportés femmes. On retrouve le même pourcentage. Bien. Et je crois qu'il ne faut pas s'en étonner. Tout simplement parce que les femmes, avant la Seconde Guerre mondiale, sont considérées comme des mineures. Elles n'ont pas le droit de vote, elles n'ont pas le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, elles n'ont pas le droit d'avoir un compte en banque. Et je pense qu'il serait extrêmement étonnant que soudain, telle Jeanne d'Arc, elle brandisse l'étendard de la révolte. Et de ce point de vue, je rebondis sur ce que dit Cécile. En fait, dans la résistance, on a affaire à des femmes qui se sont émancipées avant la guerre, beaucoup plus que des femmes qui s'émancipent grâce à la guerre. Quand je veux dire émancipées, c'est qu'on a des femmes qui travaillent, ce qui n'est pas si courant, et qui ont choisi leur métier. Je pense à Lucie Aubrac, qui est professeure. Beaucoup sont surintendantes d'usine, c'est-à-dire assistantes sociales, qui sont au fond les seuls métiers tolérables pour la bourgeoisie, mais qui signent une volonté d'indépendance et d'émancipation. Et c'est elles qu'on va retrouver dans la résistance. Cécile, l'une des difficultés que rencontre le SOE, c'est la rébellion dans ses rangs. Il y a des mutineries, il y a des frondeurs, et Lise de Bessac d'ailleurs va devoir en mater quelques-uns au point de mettre en péril même certaines opérations. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, quand elle rejoint son frère à l'arrière du débarquement, les hommes, les maquisards reçoivent massivement des armes, enfin, pour la première fois depuis des mois et des mois d'attente. Donc certains ont envie d'en découdre immédiatement avec les Allemands. Or, les consignes britanniques leur demandent de ne pas bouger. Et finalement, Claude de Bessac étant assez rigide parfois, va réussir à se mettre les maquisards à dos. Et c'est sa sœur, justement, avec sa diplomatie, mais sa très grande fermeté. Il y a un regard bleu qui faisait plier tous les hommes, paraît-il, mais pas par séduction, par force. Elle a réussi à les remettre au pas et finalement a pris en charge leur apprentissage des armes, leur a fini de les former, finalement. Pour terminer, Olivier Viviorca, parmi les actions décisives du SOE, il y a la série de sabotages qui ont eu lieu le jour du débarquement en Normandie en juin 1944. Pour vous, est-ce que le débarquement aurait été aussi facile, disons, possible même, sans le service SOE ? Sans le service SOE en particulier, la résistance en général. Ce qu'il faut bien voir, c'est que avec ou sans la résistance, la France aurait été libérée. Mais elle n'aurait pas été libérée de la même manière. Donc, ce que la résistance a permis, ça a été de gagner du temps, d'épargner des vies humaines. De ce point de vue, les sabotages qui ont été réalisés juste avant le débarquement, pendant le débarquement et le lendemain du débarquement, les 900 attentats, notamment des coupures ferroviaires auxquelles vous faisiez allusion, ont joué un rôle important.
Mais de toute façon, à partir du moment où les Alliés sont sur les plages et tiennent sur les plages, la partie est gagnée. Merci beaucoup à tous les deux, Cécile Coulen et Olivier Viviorca, nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire du SOI. Je le dis à l'anglaise, l'armée secrète de Winston Churchill. Je rappelle que votre documentaire La Résistance au service de Sa Majesté dans la collection Les coulisses de l'histoire est toujours disponible sur le site arte.tv. Et j'en profite, Olivier, pour signaler l'apparition de votre nouveau livre Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, paru chez Perrin, dont on aura l'occasion de reparler ici même dans quelques jours. Merci beaucoup. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.